Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. L'instant Meurice, est-ce la fin de l'humour pas drôle qui met mal à l'aise? Avant de répondre à cette question et traiter de très nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la routine sur cette chaîne. Je veux remercier tous ceux qui me permettent de me consacrer à ce travail de réinformation et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles: Yvette Poré, Terrain Incognita, Patounette, Rodogune, Michel Ropost et Isabelle Bichung. Merci à eux du fond du cœur. Et je veux également vous remercier pour tous vos gentils messages, les pouces levés et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Vous avez été très nombreux à m'écrire sur certains sujets. Et notamment, je vais commencer par le premier, ce que je pensais d'Halloween. Eh bien, on va de suite montrer l'image. Voilà ce que je pense d'Halloween. En effet, je n'ai jamais compris le sens réel de cette fête. Ou plus exactement, je décèle des choses qui me gênent très profondément. En effet, je n'ai jamais compris comment on pouvait s'amuser en étant habillé de la sorte. Ça, c'est la première chose. Et puis, dans le sens profond, que dégage Halloween? L'horreur, le gothique. Ce qu'on appelle le gothique, c'est une esthétique justement du macabre qui s'approche du satanisme. Alors forcément, je ne peux pas adhérer à ce genre de choses. Et puis, il y a quelque chose d'assez révoltant, que l'on prépare nos enfants les plus jeunes à cette esthétique du mal, de la souffrance, de l'enfer. Qu'est-ce que l'on veut transmettre à nos enfants à travers ce genre de fête? Il est vrai que j'ai été élevé avec de belles choses, avec de belles histoires, avec de bons livres, et que toutes les valeurs que j'essaie de défendre vont à l'encontre de celles d'Halloween. Et puis, ce que je constate, c'est que les générations d'Halloween ont tendance, comme les woke, à faire de cette fête d'Halloween une fête du quotidien. Ils nous imposent en effet leur tenue, comment dirais-je, un peu extravagante. Allez, on va aborder un sujet plus sérieux, c'est celui que j'ai traité hier, c'est le panneau qui symbolise pas de vaccin, pas d'entrée, qui symbolise donc les persécutions qui ont eu lieu contre les non-vaccinés. Vous êtes très nombreux à m'avoir écrit que vous avez subi des préjudices, que vous aimeriez porter l'affaire en justice. Alors, pour que cela fonctionne, il faut rejoindre des collectifs. Si vous faites partie d'un de ces collectifs, n'hésitez pas à me donner le lien pour que je puisse le diffuser à l'ensemble de la communauté. Merci à tous. Et on va reprendre également cette affaire NewsGuard parce que Michel Jean-Dominique a tourné une vidéo très importante. Après la teuf à Rudy, le tour de NewsGuard, leur tailler un costard semble indiqué et même urgent. Pourquoi énorme? NewsGuard, qui a conseillé l'Union européenne sur la censure des réseaux sociaux, loi DSA, fait couper la publicité des médias, sites internet, qui délivrent une info différente du narratif gouvernemental. Il y a donc l'exemple de PragerU, une plateforme de formation en ligne qui a reçu une étiquette rouge de NewsGuard, comme quoi elle serait complotiste donc. Contactant NewsGuard, elle a reçu une liste d'exigences: ne pas critiquer les confinements, les vaccins Covid, ne pas parler des traitements alternatifs du World Economic Forum. À écouter à 15 minutes 40, je vous mets la vidéo de notre ami Michel Dominique dans la description. C'est par ailleurs ce que je vous expliquais dans un des précédents entretiens, mais c'est très bien que Michel Jean-Dominique nous donne des exemples très précis. Oui, faire en sorte que les journalistes de la réinformation, les plateformes de réinformation n'aient plus de publicité pour les contraindre à adhérer à un narratif. Et puis, il y a un deuxième moyen pour avoir une information, comment dirais-je, mainstream, c'est qu'elle soit possédée par des milliardaires. Vous avez Daniel Kretinsky qui étend son empire un peu plus chaque jour. Marché du livre, Daniel Kretinsky autorisé à racheter Editis. Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky a été autorisé mardi par la Commission européenne à racheter le groupe d'édition français Editis, cédé par le géant des médias Vivendi, lui-même en bonne voie pour prendre prochainement le contrôle de son concurrent Lagardère. Alors au début, Kretinsky, on ne le connaissait pas bien, c'était celui qui avait racheté Marianne et on avait appris lors de la dernière élection présidentielle qu'il avait fait pression pour
faire en sorte que la une de Marianne ne soit pas celle de la rédaction. Les journalistes de Marianne dénoncent l'intervention de leur actionnaire principal, donc Kretinsky, qui a modifié la une du magazine cette semaine en faveur d'Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Il faut se rappeler qu'autrefois, Marianne était un refuge de journalistes souverainistes. C'est de moins en moins le cas, pour ne pas dire plus du tout. J'ai acheté Marianne cet été, j'ai été consterné. Du mainstream. Alors, de temps en temps, il y a des articles un peu plus incisifs. Mais qu'est-ce que c'est creux? Et Kretinsky, qui possède Marianne, a lancé un nouveau média dirigé par Raphaël Enthoven, franc-tireur. Au revoir les enfants, l'édito de Raphaël Enthoven. Et qu'est-ce que l'on voit dans Franc-tireur? Une rubrique, comment s'appelle-t-elle? Le complot de la semaine, et elle est animée par Rudi Reichstadt. Et puis, si cela ne vous suffit pas, vous pouvez lire les articles de Caroline Forest ou de Christophe Barbier. Vous avez tous les affreux qui sont réunis dans le même journal. Et lorsqu'on est souverainiste et qu'on regarde la presse, eh bien, on n'a plus que les yeux pour pleurer parce que toute cette presse est en effet possédée par des milliardaires. Et oui, le tableau est assez sombre puisque tous ces milliardaires se partagent toute la presse française. Martin Bouygues, TF1, LCI, TMC, Bernard Arnault, Les Échos, Le Parisien Investir, La Famille Dassault, Le Figaro, Jour de France, Xavier Niel, Le Monde, l'Obs, Drahi, le groupe Altis, RMC, BFM TV. C'est un groupe qui, d'ailleurs, est en faillite en ce moment. Et puis Arnaud Lagardère, Paris Match Europe 1, qui l'a plus ou moins revendu. C'est un tableau qui date de quelques temps, à Bolloré en partie. Et François Pinault possède Le Point. Vous constatez aussi que ces journaux proposent quasiment la même information, c'est-à-dire celle mainstream proposée par les atlantistes, proposée par NewsGuard. Alors on pourrait se dire, on a quand même le service public qui pourrait venir à notre aide. Et là, sur le service public, vous avez la même information mainstream, mais en plus, vous êtes obligé de supporter Guillaume Meurice, l'instant Meurice sur France Inter. Netanyahou, nazi sans prépuce, l'humoriste de France Inter, Guillaume Meurice, est poursuivi en justice pour cette vanne. Vous avez été très nombreux à me demander ce que je pensais de Guillaume Meurice. Alors avant d'expliquer un petit peu ce que je pense de sa phrase, Guillaume Meurice en lui-même. Guillaume Meurice, c'est ce genre d'humoristes qui ont pris les Français en otage sur un service public, France Inter. Qu'est-ce que Guillaume Meurice? Eh bien, il est le parfait exemple de ce qu'on appelle le gauchisme par ego. Je ne parle pas de l'homme de gauche qui peut avoir son idéal, que je peux combattre sur le plan philosophique. Non, le gauchisme, c'est quelque chose de très précis. C'est le bobo qui a bonne conscience, woke, et qui se complaît d'ailleurs dans un humour de saleté, de l'insulte permanente et du ricanement. Et qui est profondément lâche. Guillaume Meurice ne s'attaque jamais au fanatisme religieux, il ne s'attaque jamais aux islamistes radicaux, non, pas du tout. Il préfère s'attaquer à des gens qui ne pourront rien lui faire parce que dans leur culture, on tolère notamment cet esprit Charlie dont je parlerai dans un instant. Et qui défend évidemment le totalitarisme wokiste. Alors ce sont des gens qui prétendent défendre la liberté, mais qui vont défendre le totalitarisme wokiste. Ce qui fait que France Inter, eh bien, c'est la chaîne d'une toute petite minorité de Français. C'est pas France Inter, pas du tout. C'est France gauchiste parigo. Et c'est cela qui est insupportable parce que nous payons notre redevance pour avoir un service public qui nous est pas rendu. Encore une fois. Et puis on va revenir sur la phrase qui fait évidemment polémique, Netanyahou nazi sans prépuce. Il réussit ainsi le tour de force de l'ignominie d'associer un point Goldwyn, nazi, avec le sans prépuce, périphrase vulgaire qui attaque non pas Netanyahou sur sa politique, mais sur son identité même, ce qu'il a de plus intime, c'est-à-dire sa judéité. Ainsi, il hystérise le débat, jette de l'huile sur le feu en ces temps de folie et de passion, et il offense en même temps nos compatriotes de confession juive. Et tout cela sur le service public? Doit-on payer en effet pour être insulté en permanence? Oui, assez de cette impunité wokiste, méprisante et totalitaire. Non, ce n'est pas la France, ni l'esprit français. Et comme ce comique pas drôle, ricanant, n'est pas très courageux, il chouine sur les réseaux sociaux et se réfugie
Dans des phrases toutes faites, je suis Charlie. Mais on va s'arrêter un instant. Charlie Hebdo, c'est un journal indépendant. Si vous avez envie de vous faire insulter, vous l'achetez. Tandis que le service public, vous le financez avec vos impôts. Il faudrait peut-être qu'il arrive à comprendre cette distinction. Et puis, il serait peut-être temps de revenir à des choses calmes, d'écouter les hommes sages, ceux qui sont capables d'expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Or, depuis le 7 octobre, 857 actes antisémites ont été recensés dans l'Hexagone, a révélé la Première ministre. C'est le double du nombre d'incidents comptabilisés pour l'ensemble de l'année 2022. Plus de 430 personnes ont été interpellées. Il faut se souvenir ce qu'a dit le président Vladimir Poutine hier au peuple russe. Il ne faut pas tomber dans le piège de la guerre interethnique et interreligieuse. Non, il faut raison garder, ce qui n'empêche pas d'avoir un avis circonstancié sur ce qui se passe au Proche-Orient. De nouvelles révélations sur le 7 octobre accablent le Premier ministre israélien Netanyahou, accusé d'être non seulement responsable, mais coupable d'avoir permis l'attaque terroriste. Oui, le monde n'est pas entre les méchants et les gentils, les choses sont bien plus compliquées. Et Netanyahou est aussi pointé du doigt dans le Financial Times. Netanyahou a fait pression sur l'Union européenne pour que l'Égypte accepte les réfugiés de Gaza. L'Égypte refuse fermement. Certains espèrent que la poursuite de l'agression forcera l'Égypte à les accepter. Oui, la tentation du pire, et lorsqu'on regarde les journaux français, eh bien, on apprend que les exactions se multiplient contre les Palestiniens de Jordanie. Il y a une enquête en Israël à ce sujet. Et que le dernier bombardement a été particulièrement meurtrier. Oui, il faut éviter la tentation du pire. Il est évident qu'il faut lutter contre le terrorisme. Il est évident qu'il faut lutter contre le fanatisme religieux. Mais est-ce que c'est la bonne stratégie qui a été adoptée par Benjamin Netanyahou ? Je ne crois pas du tout. Au contraire, j'ai l'impression qu'on alimente ces deux phénomènes. Et on entend des bruits de bottes dans tout le Moyen et le Proche-Orient. L'Arabie Saoudite met en alerte son armée suite à l'escalade des violences en Palestine entre Israël et le Hamas. Nous avons vu que l'Égypte déjà avait massé des unités d'élite à la frontière. Nous avons appris que le Yémen, en tout cas une partie des tribus du Yémen, ont déclaré la guerre à Israël. Et vous avez toutes les diatribes en Iran ou en Turquie. Il faudrait peut-être que les hommes de paix se réveillent. Et pendant ce temps-là, en France, eh bien, Elisabeth Borne vient d'annoncer son 15e 49.3 en pleine nuit sur le financement de la sécurité sociale. Ce gouvernement à bout de souffle épuise la démocratie. Les Français ne l'oublieront pas. Quant aux oppositions, elles se disputent sur des sujets secondaires. Et nous apprenons pourtant que ce gouvernement est incapable de gérer les finances publiques. Je vous l'avais annoncé il y a quelques semaines, il y a confirmation d'aide publique, la grosse erreur de calcul du gouvernement qui va coûter 3,8 milliards d'euros et pour certains bien plus. Dans le projet de loi de finances de la fin de gestion pour 2023, le ministère de l'économie s'est vu contraint d'augmenter les crédits alloués au financement de la charge de la dette. Et vous avez les LR qui ont refusé de faire tomber le gouvernement. Complice. Donc, la France est dirigée par des amateurs et des nuisibles. Le maire Borne, démission. Électeur de Macron, des gros problèmes cognitifs parce qu'il faudrait peut-être également que certains commencent à comprendre leurs responsabilités. Quant à Bruno Le Maire, c'est monsieur mauvaise nouvelle. La croissance du PIB a ralenti à 0,1% au troisième trimestre selon l'INSEE. Les prévisions étaient bien sûr plus optimistes il y a quelques mois. L'économie française parvient de justesse à se maintenir en territoire positif grâce au rebond de la consommation des ménages selon une première estimation de l'INSEE publiée mardi. Il faut savoir que ce rebond est plus ou moins sujet à caution parce qu'ils ont changé les méthodes de calcul. Et quand on consulte les Français sur la façon de gérer de Bruno Le Maire, pensez-vous, comme Bruno Le Maire, que la France est en train de sortir de la crise? Non, à plus de 80%. Et vous connaissez le scandale permanent en France, de la presse aux ordres. Elle continue son travail d'attaché de presse de ce gouvernement d'Emmanuel Macron. Si nous étions dans une démocratie, la presse tirerait à boulet rouge sur ce gouvernement d'incompétents, d'incapables et qui sont en train de détruire notre pays.
Et puis, il n'y a pas qu'Emmanuel Macron qui détruit notre pays. Il y a évidemment celle qui est à la tête de l'Union européenne, Pustula. Elle n'arrête pas. Ça va être sympa au niveau de l'immigration et des trafics en tout genre. Fin des visas entre l'Union européenne et le Kosovo à partir du 1er janvier 2024. La fuite en avant de l'Union européenne est complètement folle. Ça, évidemment, la presse aux ordres met ce genre de nouvelles sous le tapis. Et puis elle continue, hein. Jamais on n'arrivera à lui dire que les Français n'ont pas voté pour ce genre de politique. Ursula von der Leyen, avec le Premier ministre du Monténégro, elle annonce 6 milliards pour les Balkans. Qu'au pour la France, 1,2 milliard. Macron signe le chèque, mais refuse de mettre 500 millions pour nationaliser Atos, qui conçoit des supercalculateurs. Frexit, oui, c'est vraiment urgent. Allez, on va terminer malgré tout sur une note positive. Pustula vient d'essuyer un sacré revers. En effet, elle voulait signer un accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Australie. Un sursis pour l'agriculture française? Oui, puisque les Australiens ne veulent plus entendre de négociations avant 2027. Les discussions autour de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Australie se sont heurtées à un mur de désaccord sur les sujets agricoles. Si cette impasse vient brutalement retarder les ambitions commerciales des technocrates de la Commission, elle apparaît comme une issue positive pour d'autres. En effet, notre agriculture ne sera pas concurrencée par l'agriculture australienne. Il faut savoir que les Australiens ne voulaient rien céder pour leur propre agriculture parce qu'ils sont un pays souverain, donc pas d'accord. L'Europe voulait signer un accord de libre-échange pour avoir le marché des métaux rares. Vous savez qu'en Australie, il y a énormément de mines de métaux rares pour éviter d'être dépendante de la Russie. Eh bien, bing, ce n'est pas possible et Pustula, eh bien, est, paraît-il, furieuse. Vous imaginez tous ces accords de libre-échange? On est en train de vous culpabiliser sur votre empreinte carbone et Pustula signe des accords de libre-échange avec le monde entier. Mais quelle bande d'hypocrites! On va terminer sur quelque chose que je vous avais déjà montré mais qui amuse en quelque sorte tous les journalistes. Même pour LCI, le conflit en Ukraine n'existe plus. C'est ce que je vous avais dit, hein. LCU a disparu. C'est devenu de l'histoire ancienne. Les Ukrainiens ont eu la grande idée de faire confiance à l'Occident et à l'Europe pour les défendre. On voit que ces gens ne sont pas des partenaires fiables. Voilà, c'est bien dit par Mike. Si vous avez aimé ce journal, n'hésitez pas à le soutenir, à le diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Et puis je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.